Cette grande randonnée pédestre d'une trentaine de kilomètres se déroule entre le Lussacois et la cité de Chauvigny. Mon parcours longe la rivière Vienne entre rive droite et rive gauche. Ma balade débute ici, à l'étang de Lussac-les-Châteaux, sous un ciel de traîne après les orages de la nuit. Ne cherchez pas à Lussac des châteaux, il n'y en a plus. En fait, dans les temps anciens, on l'appelait Lussac-le-Chastel. À Lussac, un château, il n'y en a eu qu'un seul, attesté par écrit dès le XIe siècle. Relié au coteau sur lequel se trouvent aujourd'hui les vestiges d'une léproserie, on y accédait par un pont-levis dont seuls subsistent ses piles. En hiver, lorsqu'un voile de brume flotte sur les eaux calmes de l'étang, le lieu devient onirique. Une ambiance qu'a peut-être pu apprécier dans son enfance la favorite du roi Louis XIV, Madame de Montespan, native de Lussac. Peut-être la marquise fut-elle intriguée comme moi par ces cavités sombres dans la falaise. Ces grottes ou abris sous roches sont nombreux dans cette partie de la vallée de la Vienne. Le 15 mai 1982, à l'initiative de l'association des Amis du Pays de Lussac, s'ouvre un premier musée au village. La salle de la préhistoire, réalisée par des passionnés, y est remarquable. Depuis 2010, derrière ces murs, il connaît un nouvel essor. Dans une mise en scène aussi spacieuse que lumineuse, il présente le fruit des fouilles des grottes lussacoises, de la marche et des fadets notamment, et nous révèle comment l'homme du Magdalénien, nous sommes ici il y a environ 15 000 ans, y vivait. La singularité du musée, comme se plaît à l'expliquer aux visiteurs sa médiatrice Alexis Létang, réside dans son exceptionnelle collection de pierres gravées, sélectionnées parmi plus d'1 millier trouvées lors des fouilles. Ces plaquettes, à l'iconographie humaine ou animale, sont les témoins des comportements et d'expressions de la pensée symbolique de nos lointains ancêtres. Pour être décryptées par le visiteur, elles sont accompagnées d'illustrations sur fond des couleurs utilisées à la préhistoire. Le rouge, le jaune, oxyde et ocre, et le noir, manganèse ou charbon de bois, restituant ainsi le mode opératoire au Magdalénien. Pour conclure, si ce musée s'appelle la Sabline, il le doit à cette jolie fleur endémique de l'endroit dont il épouse le nom. Quittant Lussac, au coin de la rue de la Gaîté, quelle surprenante animation des façades. C'est l'ancien quartier des tanneurs. Il se remarque grâce aux cornes encore plantées sur les murs de façade et qui servaient au séchage des peaux au XIXe siècle. Après 1 heure de marche, sortant des bois de Lussac, m'apparaît la centrale de Civaux. Elle sait ce qu'elle doit à la Vienne, dont la pluviométrie hivernale et printanière paraît de nature à lui éviter la panne sèche cet été. Mais Civaux offre bien plus aux randonneurs de passage. Ainsi son église face au musée archéologique. D'architecture romane, elle présente la particularité d'avoir un chevet de plan heptagonal de style mérovingien.
À l'intérieur, sa nef romane, sobre, présente des décors peints du XIXe siècle. L'ensemble a été restauré entre 2010 et 2013. Regardez. Civaux et sa nécropole mérovingienne, une fameuse nécropole qui a stimulé la sagacité de tous les archéologues et historiens, et cela lui vaut une réputation mondiale, non sans raison. Il faut dire que son existence est une énigme qui continue de faire débat dans leur communauté. C'est quoi cette nécropole? Sur plusieurs hectares, derrière cette clôture de plus de 90 mètres de côté, construite avec des couvercles et des cuves de sarcophages, c'est un lieu unique par sa quantité de tombes estimée entre 7000 et 15 000. Elle en conserve encore plusieurs centaines des 6e au 8e siècle, taillées dans le calcaire local, aux couvercles de forme trapézoïdale, certains décorés de croix, de motifs divers ou portant de rares inscriptions. L'énigme maintenant, pourquoi cette vaste nécropole ici? Selon l'historien Maximin de Loches, avant l'histoire, la légende s'était emparée de ce mystère. En guerre contre les Visigoths sur les bords de Vienne, le roi mérovingien Clovis reçut un don du ciel, dit-on. Une pluie de tombes venues du ciel pour ensevelir les restes de soldats morts pour la foi. Ainsi naît la légende, comme à Carré-les-Tombes en Bourgogne. Portée par les traditions orales, la légende durera jusqu'au XIXe siècle, où l'histoire s'impose. Civaux est reconnu comme un emporium au temps des Romains, c'est-à-dire une métropole, une ville ouverte, opulente, avant-poste de l'influence de Rome dans l'Ouest. Rien à voir avec la petite cité d'aujourd'hui. Une suprématie régionale qu'elle retrouve au IVe siècle avec une batellerie florissante sur la Vienne. Ainsi, fort de cette vitalité et estimant que la populeuse vallée de Civaux disposait d'atouts pour produire en abondance des sarcophages sur les bords de Vienne, la nécropole mérovingienne de Civaux n'est probablement pas le fruit du hasard. Mais le débat reste ouvert. C'est par la rive droite de la Vienne et ses panoramas que se poursuit ma balade. Quelques hectomètres après le spot de Roche-David, voici l'église pré-romane de Saint-Pierre-les-Églises, construite à l'époque carolingienne. Cet édifice est un coffre à bijoux. Il contient un ensemble de fresques antérieures à l'an 1000 et reconnues comme peut-être les plus anciennes fresques d'Europe occidentale. L'ensemble de ces fresques se lit comme un tout. Parmi les scènes les moins effacées, cette scène de la crucifixion, où l'idée de la rédemption et celle de la résurrection sont étroitement associées avec la représentation du calice au pied de la croix.
et puis cette scène du voyage et de l'adoration des mages. À l'extérieur, près du chevet, cette borne miliaire, visiblement restaurée, daterait de l'empereur romain Gordien III au IIIe siècle. D'où vient-elle? Mystère. Ces colonnes monolithiques qui jalonnaient la Gaule romaine étaient des bornes routières. 2000 pas romains, soit environ 1481 mètres, séparaient deux bornes. Elles portaient l'inscription d'un empereur et les marques de distance. Dans les provinces gauloises, les distances pouvaient être parfois exprimées en lieues, soit 4,8 km pour une lieue. Terme de cette grande randonnée, la cité médiévale de Chauvigny. Elle offre une mine féconde et inépuisable de monuments précieux et de souvenirs historiques des plus intéressants. Sur cette colline, pas moins de 4 châteaux s'étaient accrochés dès le haut Moyen-Âge, à commencer dès l'an 1000 par le château baronial des évêques de Poitiers. De 1019 à 1789, 59 évêques de Poitiers ont été titulaires de la seigneurie de Chauvigny. Sur un éperon rocheux, sa partie haute, le donjon, long de 16 mètres sur près de 19 de large, est flanqué de contreforts et de tours à ses angles. Pour sa partie basse, un logis et des remparts. L'ensemble était complété par une enceinte commune entourant la ville haute et percée de 4 portes. Le château baronial, presque en ruine, sera vendu en 1793 comme bien national. Racheté en 1843 par l'État, sur l'initiative d'un archéologue distingué, l'abbé Aubert, le monument historique continue d'être réparé et consolidé. Le château féodal d'Harcourt, qui s'élève depuis le XIIIe siècle, présente 2 corps. Un corps méridional, assez bien conservé, et une enceinte extérieure appuyée au dehors par des contreforts formés de tours pleines et de meurtrières. Le corps de logis méridional, appelé autrefois tour d'Harcourt, est un quadrilatère de 9 mètres de largeur sur 10 mètres environ de profondeur, avec de fortes murailles, des galeries de guet dans le haut et des pignons élevés que surmontent de gros fleurons. Au premier étage, cette salle d'habitation est éclairée par 2 fenêtres à double cintre extérieur donnant sur la vallée du Talbas. Au XIXe siècle, l'ancien château d'Harcourt était connu des Chauvinois sous le nom de la prison. En sortant du château d'Harcourt, on aperçoit sur la droite le clocher et le chevet de la collégiale Saint-Pierre, une véritable merveille architecturale. À l'extérieur, l'abside et les chapelles sont richement ornées. Les chapiteaux sont sculptés avec un soin prodigieux et les admirables détails qui ornent les archivoltes offrent au regard une variété de formes qui caractérisent l'art roman parvenu à son dernier degré de perfection. Le clocher, décoré de baies et d'arcades, avec son toit conique, ressemble au clocheton qui encadre la façade de Notre-Dame de Poitiers. Reconnaissable entre tous, le donjon de Gouzon a été édifié au cours des XIIe et XIIIe siècles. Dans cet espace muséal, il faut voir l'ascenseur qui dessert la terrasse sommitale. Un chef-d'œuvre d'architecture contemporaine signé par Sylvain Dubuisson. Sur une tour en ruine du château, apercevant ce rapace, cette jeune femme assise sur les marches au pied du donjon, peut-être se souvient-elle de l'époque lointaine où le faucon était roi dans la cité. L'art millénaire du fauconnier, qui a pris naissance dans l'Asie centrale de la plus haute antiquité, gagne les cours royales occidentales où tous les rois francs et le clergé s'adonnèrent à ce genre de chasse. Ils avaient une haute estime des fauconniers. Ici, en Poitou, André de Vivonne, capitaine des gardes de Catherine de Médicis, ou Charles d'Albert, connétable du roi Louis XIII, furent parmi les plus célèbres des grands fauconniers. La fauconnerie
fut la passion des grands seigneurs et des dames châtelaines du Moyen-Âge et de la Renaissance. Elle était tellement en honneur qu'un gentilhomme et sa dame ne paraissaient jamais en public sans porter le faucon préféré. En Poitou, où florissait cet art dès le XIe siècle, le fait y est attesté par les monuments eux-mêmes, comme sur l'un des tympans de la façade de l'église de Parthenay-le-Vieux. Après la mort de Louis XIII, puis le perfectionnement des armes à feu, la chasse au vol ne tarda pas à perdre de son éclat et la noblesse l'abandonna. Ici à Chauvigny, les locataires du toit du château d'Harcourt semblent coexister pacifiquement avec les rapaces du château des évêques qui font piquets et vols planés entre les tours du vieux château baronial.